Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie, vous n'avez pas fait de crêpes? Ah si, moi j'ai fait des crêpes hier. Ah c'est vrai, vous en avez j'ai pas tout amené? mangé. Non, Mais non. j'ai tout mangé. Pour la Chandeleur? Bah oui, c'était la Chandeleur, donc je fais des crêpes pour la Chandeleur. Vous n'en avez Quelle pas question? amené? Non, j'ai Bah, tout voilà. mangé. Romain Nigita, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Vous avez fait Bonjour. des crêpes hier? Je les ai pas faites hier, je les ai fait le week-end précédent, j'ai fait un petit peu d'avance. Ah, bah, très bien. Comme toujours, il est toujours en avance, moi, Romain. j'ai fait la recette, je tiens à le dire, de notre ami Vincent Ferniaud. Et c'est les meilleures crêpes que j'ai jamais faites. Donc, allez sur l'Instagram de Vincent Ferniaud. Et sa recette est dingue. Et pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de Bah, différent? il met 4 œufs et un jaune d'œuf. Donc, ça, je crois que ça donne quelque chose d'un peu plus consistant. Mais on n'est pas là pour parler Mais on crêpes. le retrouve tous les dimanches. On va parler avec vous, Romain Nigita. Vous êtes journaliste série pour Téléstar. Vous êtes le spécialiste mondial des séries. On écoute vos conseils avec passion. On va parler avec vous de la nouvelle chronologie des médias, les nouveautés sur les plateformes et puis les séries qu'il ne faut pas manquer qui vont arriver. Mais ce sera dans un instant. On commence tout de suite par le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou est à Washington, Valérie, pour enclencher avec Donald Trump la phase 2 de la poursuite de la trêve à Gaza. On l'a entendu dans le journal. Samedi, le franco-israélien Ofer Calderon était libéré après plus de 400 jours de captivité. Des libérations couvertes évidemment par toutes les chaînes info et évidemment également par France 2. Ofer Calderon retrouve ses enfants. Son fils Erez, sa fille Sahar notamment, eux aussi ont été otages du Hamas. Tout va bien, papa. Tout le monde est en vie. La joie est intense, à la mesure de l'enfer vécu par cet ex-otage franco-israélien. Il a été détenu pendant 484 jours à Gaza. Quelques instants plus tôt, il était encore entouré par des combattants du Hamas, à Khan Younes, dans la bande de Gaza. En Israël, sa famille et ses proches suivent sa libération en direct à la télévision. Un bonheur immense, teinté d'angoisse. Aujourd'hui, ce sont des sensations extraordinaires. On est tellement heureux. C'est un moment que nous attendions depuis trop longtemps. Valérie, imaginez que vous achetez à prix réduit. Alors Valérie, un sac Vuitton, un sac Chanel, des lingots d'or ou une Ferrari, et vous savez, vous l'achetez Ouais. Ah bon? J'ai vu le sujet. Au ministère de l'économie. Bah oui, ils sont les bien saisis. Exactement, c'est exactement ce que vous pouviez faire la semaine dernière. Vous allez tout comprendre de ce mystère grâce aux 20h de TF1. Derrière ces montres, ces sacs de luxe, ces lingots d'or et même cette voiture de sport pas très discrète, des affaires de blanchiment d'argent ou de fraude à la TVA. Tous ces objets ont été saisis par les douanes françaises qui mettent aujourd'hui aux enchères le fruit de leur travail. De nombreux acheteurs sont venus dans l'espoir d'une bonne affaire. Les prix peuvent monter au fil des enchères. Dans le détail, il faudra débourser minimum 100 € pour ces chaussures, 500 € pour ce sac et jusqu'à 65 000 € pour certains de ces lingots d'or. Alors ces lingots ont été saisis au domicile de quelqu'un qui se livre au blanchiment. C'est un professionnel du blanchiment d'argent. Les acheteurs se disputent les objets jusqu'à ce soir. Mise à prix total, 2,4 millions d'euros. L'argent récolté doit aider à renflouer le budget de l'État. C'était étonnant à voir les Ouais. objets. Enfin, sauf que la voiture, il l'a payé un peu cher. Oui, c'est vrai. Non, Ouais, mais on c'est fait vrai. pas que des bonnes affaires. Il y a des séries sur des douaniers? Non, il n'y a pas eu. C'est trop, Romain. Oui, il y a eu une série sur Arte, il me semble, une comédie. Ah ouais? Avec des douaniers? Bah, Avec des douaniers, mais qui était plus comique. Et puis, il y a eu une série qui se passait sur Arte, sur le port du Havre également, avec justement des trafics chez les dockers. oui, qui était vachement bien. Ouais, qui s'appelait De Grâce. Absolument. La semaine dernière, c'est avec émotion qu'on a appris la disparition de Catherine Laborde suite à la maladie de oui. Evelyne Delia, qui est son Maladie à corps de Lévy. accord de Lévy. J'ai dit oui, accord de Lévy. Evelyne Delia, amie dans la vie également de Catherine Laborde, lui a rendu hommage. Vous l'avez peut-être vu dans quelle époque sur France 2. Catherine, c'était une toute fragile, mais c'était une force de caractère extraordinaire. C'était une personne très instruite, passionnée d'ailleurs du théâtre, qui a joué aussi quelques pièces, même lorsqu'elle était encore à la présentation de la météo. On n'a jamais eu
une seule dispute ensemble. Pourtant, dans le métier... il y a des jalousies, il y a des petits pots de banane. Jamais. On était très amis. Au-delà de la collègue de travail. Absolument. C'est-à-dire que vous parliez de vos joies, de vos peines, de vos histoires d'amour. Après, elle est partie, elle avait habité un petit peu à l'Île-Dieu. C'était son havre de paix, un peu. Et quand elle revenait à Paris, on s'est vus, on a fait des dîners. Et c'était encore joyeux, malgré la maladie qui commençait. Et dont elle avait une totale conscience, en fait. Hein. Oui. Voilà, c'est très émouvant. Oui, puis ça a beaucoup touché les Français. J'en profite pour poser une question. Est-ce qu'il y a eu des séries sur les maladies de Parkinson ou les maladies neurodégénératives? Voilà, exactement. Romain, oui, il y a de plus en plus maintenant de séries qui parlent du handicap. Il y a une série québécoise qu'on a pu voir notamment sur la plateforme de France Télé sur l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureux d'un monsieur qui a déjà des enfants, dont notamment un enfant qui a plusieurs handicaps, et elle va justement intégrer cette famille et apprendre à découvrir comment s'occuper de cet enfant. Alors, le titre de mémoire, je crois que ça s'appelle Pour Antoine. Et c'est une série qui est pas du tout dans le misérabilisme et qui vraiment mêle cet aspect comédie romantique et la découverte de cet enfant que cette jeune femme va commencer à apprendre parce qu'elle fait partie de sa nouvelle famille. Moi, j'avais une question. Il y a des séries, effectivement, québécoises qui sont très bien, mais on n'y a pas accès réellement. Est-ce que le Netflix, je ne sais pas comment je vais formuler ma question, est-ce que le Netflix que voient les Canadiens est le même que celui que nous, on voit, par exemple ? C'est une très bonne question, mais ne serait-ce que sur les séries américaines, ils ne vont pas forcément voir les mêmes séries américaines que nous parce qu'il y a des histoires de contrats, de droits, etc. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de séries québécoises produites directement pour Netflix. Par contre, il y a beaucoup de séries québécoises produites pour les chaînes de télé québécoises. C'est vrai qu'on en voit assez peu en France, on en voit quelques-unes justement sur la plateforme de France Télé. C'est finalement elle qui en diffuse le plus. On n'en voit pas tant que ça à l'antenne. Finalement, quand un Québécois fait une série avec la France, ça va être qui est diffusée en France, ça va être une coproduction avec Canal, comme ce qui s'était passé il y a 2 ans. Mais c'est vrai que souvent en plus il y a soi-disant le barrage de la langue, alors qu'ils parlent français, mais c'est vrai avec un accent et avec certains mots qui sont pas les mêmes. Donc des fois c'est carrément sous-titré alors que c'est du français. Des fois c'est redoublé dans un français sans accent. C'est ce qui s'était passé justement pour la série de Canal. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une certaine barrière et finalement on voit quasiment plus de séries canadiennes anglophones que de séries canadiennes francophones en France, des séries policières comme Inspecteur Murdoch sur France 3 ou la série que Rex le chien policier qui est un remake canadien. Alors Stéphane nous dit il y a de très bonnes séries, sur le handicap et il me dit une série de dates pour sur l'autisme et les trisomiques. Je sais pas ce que c'est. Ça c'est une série de télé-réalité qui est sur Netflix, il me semble. D'accord. C'est pas de la fiction. Oui. D'accord, c'est de la télé-réalité. Alors, on continue, Gilles. Voilà. Toujours samedi, dans Célébdo, Michel Simès, qui est toujours en promotion de son Almanach 2025, et prépare activement, il en a parlé de sa chaîne médicale, sa chaîne santé qu'il veut lancer, a profité de son passage pour rappeler qu'il faut mâcher quand on mange, car aujourd'hui, on est comme les Américains, on passe plus que 5 ou 10 minutes pour manger à table ou en jouant ou devant son ordinateur, et résultat, ça n'arrive pas au cerveau. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on mange très vite, on mange sans être conscient qu'on est en train de manger. Si par exemple vous êtes en train de manger devant la télé ou vous êtes en train de déjeuner devant votre ordinateur en travaillant, vous ne conscientisez pas le fait que vous mangez. Et votre cerveau, il a besoin de 20 minutes entre le moment où vous allez avaler quelque chose, le moment où il va y avoir une sécrétion de tout un tas de choses qui vont monter au cerveau en disant tiens, c'est bon, on a mangé. Et au bout de 20 minutes, normalement, vous devez arriver à satiété. Si vous mangez en 10 minutes, le cerveau n'a pas le temps de se rendre compte, donc vous pouvez continuer à manger comme ça pendant un petit moment. On peut même ajouter qu'il y a plus de récepteurs gustatifs sur le bout de la langue qu'au fond de la langue, et que du coup, si vous avalez vite, vous sentez rien, donc vous avez envie d'en prendre. C'est l'amertume. Alors que si vous mâchez au devant, vous avez plus de plaisir. Il faut toujours mastiquer. C'était Natacha Polony qui était invitée de l'émission. Vous vous rendez compte, 20 minutes pour que le cerveau s'aperçoive
C'était une époque où on prenait le temps d'être à table pendant 1 heure et on critiquait les Américains qui mangeaient en 5 minutes. On y est arrivé. Bon Valérie, je vous avoue que entre hier, il y avait la cérémonie j'ai un trou, des Music Awards, des Grammys Awards. The Voice, Louane, j'avais quand même le choix dans mes sons de musique. Mais bon, The Voice et Louane, on va l'avoir on a du temps devant nous. Donc, j'ai profité de rendre hommage à Marianne Faithfull, figure incontournable des années 60 où elle incarnait une jeunesse rebelle. Elle est morte à 78 ans, hein, malgré tout ce qu'elle s'est mis dans la tête et dans le bras. Elle était addicte à l'héroïne. Hein. Elle a fait aussi ensuite une chanson qui s'appelait Sister Morphine. On écoute la célèbre ballade de Lucy Jordan. Une voix très particulière et magnifique. Hein. Mais c'est vrai qu'elle a traversé le temps que d'autres n'ont pas eu cette chance-là avec tout ce qu'elle s'est mis. On lui rend hommage, en tout cas c'est une chanteuse assez incroyable. Mais ce n'est que partie remise, hein. Ne croyez pas que vous échappez à The Voice et à Louane comme ça parce qu'il y a eu la mort de Marianne Faithfull. Eh bien on verra ça. Merci, on se retrouve dans un instant avec Roman Nigita pour parler des nouvelles séries, de la nouvelle chronologie des médias. Vous allez voir de quoi ça parle dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Roman Nigita, journaliste spécialiste des séries. Vous travaillez pour le magazine Téléstar et on est toujours très heureux de vous recevoir. Moi, je prends des notes frénétiquement parce que vous êtes le meilleur connaisseur, je pense, des séries en France. Alors avec vous, on parle... C'est également un plaisir de vous répondre à chaque fois. Merci beaucoup. Vous avez fait des nouvelles découvertes ? Des nouvelles découvertes, oui, il y a pas mal de séries là qui commencent en ce début d'année, notamment une très grosse série américaine qui est le gros lancement de la plateforme Disney+. D'ailleurs, l'équipe était à Paris en fin de semaine dernière. C'est une série qui s'appelle Paradise. Ouais. C'est la nouvelle série. Je suis en train de la regarder. Voilà, c'est la nouvelle série du créateur de This Is Us. Alors c'est dans un genre complètement différent. This Is Us, c'était une série familiale sur des parents et des enfants à 2 époques différentes. Là, c'est pas du tout ça. Là, alors sans trop en dire, parce qu'il faut pas trop en dévoiler, c'est une sorte de mélange entre 24 heures chrono et Lost. Ouais. Que ça commençait, on peut le dire, le début c'était dans la bande-annonce. Le début, c'est le président des États-Unis qui se fait assassiner et le principal suspect, c'est son garde du corps. Et c'est le garde du corps qui est le héros de la série, parce que c'est lui qui est accusé, mais a priori on sait que c'est pas lui qui a fait le coup. Ça, c'est le début du premier épisode. Et sauf qu'à la fin du premier épisode, il se passe un truc. Et là, je peux pas vous en dire plus, mais on part sur autre chose. On n'est plus uniquement sur un thriller politique. C'est un peu déroutant, effectivement, parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas, mais il faut se laisser porter par la... J'en suis au 4e épisode, faut se laisser... Enfin, 3e, parce qu'il y a que 3 épisodes pour l'instant, hein. Pour l'instant, il y en a eu 3. Nous, on a pu voir le 4 en avant-première en présence de l'équipe. Et ensuite, ça sera 1 par semaine. Il y en aura 8 dans cette première saison. Le scénariste a prévu une intrigue sur 3 saisons. Pour l'instant, les saisons 2 et 3 n'ont pas été validées. Ça va dépendre du succès de la première. Mais c'est vraiment un énorme enjeu pour Disney. C'est leur grosse cartouche de ce début d'année. Oui, vous m'avez dit, on s'en est un peu parlé au téléphone. C'est un énorme investissement qu'a fait Disney+ sur cette série. Ah bah, déjà, ils ont pris comme acteur principal celui qui était justement la vedette de This Is Us, Sterling K. Brown, qui avait remporté plusieurs prix, notamment un Emmy Award pour ce rôle. Donc c'est vraiment l'un des acteurs les plus demandés à l'heure actuelle à la télévision américaine. D'ailleurs, il a même le titre de coproducteur sur la série, donc ça prouve qu'ils ont vraiment voulu l'impliquer. En termes de décor, même de musique, c'est quelque chose de très ambitieux. En termes de lancement mondial, c'est pour ça qu'ils ont fait venir l'équipe à Paris. Aux États-Unis, c'est sur la plateforme Hulu qui appartient aussi à Disney, mais ils vont également rediffuser certains épisodes à l'antenne sur ABC, donc la grande chaîne hertzienne. Donc ça prouve que vraiment
ils veulent mettre le paquet sur cette série. Alors pour aller sur la chronologie, parce que c'est lié en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un deal entre les plateformes et le CNC, c'est-à-dire on vous réduit le temps des films, mais vous investissez dans la création française. Et c'est ainsi, par exemple, pour Disney+, il passe de 17 mois à 9 mois après la sortie des films. Vous imaginez l'avantage qu'a Disney+, mais en contrepartie, c'est pour ça qu'on voit des grosses productions françaises qui vont arriver sur Disney+. C'est ça la chronologie ? La chronologie, en effet, c'est ces fenêtres à partir desquelles chacun des diffuseurs peut diffuser les films qui sont sortis au cinéma. C'est vrai que traditionnellement, c'est Canal+ qui avait la primeur des films sortis en salle pour les passer bien avant les chaînes comme TF1, France 2, etc. Mais en contrepartie, Canal+ devait financer le cinéma français à partir d'un pourcentage basé sur leur chiffre d'affaires. Quand les plateformes comme Netflix, Disney, etc. sont arrivées, il y a quelques années, au départ, la fenêtre pour ces plateformes-là, elle était de 30 mois. 36. C'est-à-dire 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans. Alors que Canal, elle, c'était 1 an. Donc clairement, elles étaient désavantagées, mais elles ne finançaient pas la production française. Donc depuis, elles ont voulu se rattraper. Les plateformes comme Netflix et Disney, donc en passant des contrats avec toutes les sociétés représentatives de la production en France, elles ont pu réduire au fur et à mesure ces fenêtres. Mais en fait, c'est plus pour Disney que c'est important de raccourcir la fenêtre que pour Netflix. Parce que Netflix ne sort pas de films en salle. Donc finalement, l'avantage pour Netflix d'avoir les films plus vite, ça les intéresse pas tant que ça. Eux, ils ont leurs propres films qui sortent directement sur la plateforme, alors que Disney, à la base, c'est quand même un grand producteur et distributeur de films. D'ailleurs, en 2024, c'est la société qui a distribué le plus de films en salle en France. Ils ont évidemment les grandes franchises, les films Disney, les films Pixar, les films Marvel, les Star Wars. Donc eux, récupérer leurs propres films le plus vite possible, c'est tout dans leur intérêt. Donc là, pour l'instant, avec ce nouveau contrat qu'a signé Disney, en effet, ils sont passés de 19 à 9 mois. Donc c'est-à-dire que maintenant, ils sont beaucoup plus rapides que Netflix, parce que Netflix actuellement est à 15 mois. Canal est toujours à 6 mois, par contre, avec les contrats les plus récents. Mais malgré tout, ça fait tiquer du côté de Canal. Le patron de Canal, Maxime Saada, s'est exprimé, je crois, ce week-end dans le Figaro. Absolument. Puisque comme ces fenêtres sont basées sur des chiffres d'affaires, et sur un pourcentage de chiffre d'affaires, eh ben, les sommes que doivent débourser ces diffuseurs sont proportionnelles à leur chiffre d'affaires et pas à la taille de la fenêtre. Ce qui fait qu'actuellement, Canal, pour pouvoir diffuser des films 6 mois après leur sortie salle, doit débourser 220 millions d'euros par an, alors que Disney, pour passer 9 mois après la sortie salle, donc à peine 3 mois de décalage par rapport à Canal, eux, c'est 35 millions d'euros par an. Donc d'un côté 220, de l'autre 35. Ah, parce que c'est la filiale française, c'est ça ? C'est pas Disney mondial. Ah oui, donc je comprends. C'est que Disney Canal+, France, c'est le chiffre d'affaires de la plateforme en tant que tel. Ah oui, je comprends que Canal+ est ce qu'on peut appeler donc, avoir des boules. Bon, Canal, en même temps, il râle toujours un peu quand quelqu'un vient leur tailler des croupières, que ça soit dans les droits du foot, etc. Ils disent toujours oui, mais nous, on a toujours tout financé, donc maintenant, vous comprenez, c'est pas bien qu'il y ait des concurrents. En plus, la Canal, maintenant, ils ont un nouveau levier pour faire entre guillemets du chantage ou de la négociation. C'est que comme la chaîne Canal n'est plus sur la TNT, ils se sont retirés de la TNT, et ben ils n'ont plus les mêmes obligations qu'avant. Ils sont uniquement sur des diffuseurs payants, sur des box, etc. Donc ils n'ont plus tout à fait les mêmes contraintes, donc ils peuvent très bien dire eh ben écoutez, vous voulez la jouer comme ça, eh ben nous on va moins financer le cinéma. D'autant qu'il y a vraiment une bagarre là entre Canal et Disney. Ça c'est très clair depuis la fin d'année dernière. C'est-à-dire qu'avant la plateforme Disney+ était distribuée aussi intégrée dans les abonnements Canal+. Quand vous étiez abonné à Canal+, vous aviez intégré dans votre abonnement différentes plateformes comme Netflix, Apple et Disney. Sauf que visiblement, ils ne se sont pas mis d'accord puisque Disney est sorti de l'abonnement Canal+, et ils ont réussi à piquer des programmes à Canal, des programmes emblématiques. Et comment ? Quel programme et comment ils ont fait ? Alors l'un des plus emblématiques pour Canal, c'est la cérémonie des Oscars. La prochaine cérémonie des Oscars qui doit être diffusée dans la nuit du dimanche au lundi 2 mars, donc dans la nuit du 2 au 3 mars. Depuis des décennies en France, c'était Canal, c'était les Oscars, la fête du cinéma. Et ben en fait, Disney a tout simplement signé un accord mondial pour la diffusion de la cérémonie, que ça soit aux États-Unis sur leur plateforme Hulu, que ce soit sur d'autres chaînes à l'étranger. Donc c'est maintenant, à partir de 2025, Disney
qui va diffuser les Oscars. Et puis un autre gros coup qu'on a appris en fin de semaine dernière, Disney a carrément récupéré la nouvelle saison d'une série emblématique de Canal, la série Bref, ce format court de Ken Kojandi qu'on voyait dans le Grand Journal il y a quasiment 15 ans, donc dans l'émission Michel Denisot. Ken Kojandi avait arrêté la série en pleine gloire. Et ben là, il a repris la série, ça y est, la nouvelle saison est déjà tournée, c'était resté un petit peu top secret, c'était tourné quasiment sous un nom de code, c'était pas tourné sous le titre Bref. Et ben on vient d'apprendre que la nouvelle saison serait lancée le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, mais ça sera pas sur Canal, ça sera sur Disney. Ça veut dire donc là aussi quand même grosse atteinte. Ça veut dire que cette plateforme qui était plutôt discrète, on va dire, par rapport à Amazon Prime ou Netflix, est en train de faire une offensive en France? Elle avait déjà des grosses franchises, les mêmes franchises qu'elle avait au cinéma. Elle a des séries Marvel, des séries Star Wars, donc ça c'était un peu ses grosses cartouches. C'est vrai que le reste du catalogue faisait un peu moins de vagues. Ils ont commencé déjà à produire quelques séries françaises. Ils avaient notamment une comédie avec Éric Judor, Weekend Family, qui était une espèce de fais pas ci, fais pas ça, nouvelle version, grosso modo. Donc c'était pas non plus le truc qui cassait la baraque. Mais là, ça y est, on sent qu'ils y vont à fond pour s'imposer sur le marché français. Ils ont pas mal de séries françaises en préparation, notamment une série Lucky Luke. Avec Alban Lenoir dans le rôle principal. Alban Lenoir qu'on a pu voir dans la série HeroCorp, qu'on a pu voir dans la franchise de films Balles perdues sur Netflix, qui est un acteur français de la nouvelle génération montant, qui est très physique et qui est vraiment formidable. Ça va vraiment être la star des années à venir. Donc c'est lui qui va jouer Lucky Luke. Et ce Lucky Luke, c'est une copro avec France Télévisions. France Télévisions diffusera cette série en deuxième diffusion. Et à l'inverse, Disney coproduit aussi d'autres séries françaises qu'ils auront en deuxième passe. Par exemple, une série qui s'appelle Ghosts, qui est le remake d'une série britannique. Et là, il y aura une série française, une version française avec Camille Chamou. D'abord, ça passera sur TF1 et juste après, ça sera sur Disney. Donc, on voit que c'est vraiment de produire des séries originales françaises avec des stars françaises qui permet à toutes ces plateformes de s'implanter et surtout d'acquérir une image auprès du public et pas juste d'être un tuyau à série. Est-ce que c'est vraiment un avantage pour les chaînes? La série qui passe ce soir d'ailleurs sur TF1, c'est fait avec Netflix. Ça veut dire que les chaînes n'arrivent plus à produire sans les plateformes? De produire avec les plateformes, ça permet de mutualiser les budgets. Parce que lancer une série, c'est toujours quand même un certain risque. C'est ce qu'a fait TF1 à plusieurs reprises. Ils ont fait des grosses séries historiques avec Netflix, notamment comme le Bazar de la Charité. Cat Size, c'était coproduit avec Prime Video. Oui, ils vont faire la prochaine sitcom. Le prochain feuilleton quotidien. Quotidien. Prochain feuilleton quotidien de TF1 qui va s'appeler Tout pour la lumière. Qui se passe dans le milieu de la musique. On avait leur série qui se passait dans le milieu de la cuisine avec des jeunes étudiants en cuisine. Ça sera des jeunes étudiants en musique, un peu façon Fame. Là, on aura d'abord une diffusion en quotidien sur TF1 et juste après, on pourra la voir sur Netflix. Netflix sert un petit peu de replay à TF1. Mais c'est vrai qu'il y a tout un public qui ne regarde plus du tout les chaînes RTL classiques. Absolument. Et qui pourtant serait dans la cible de cette série-là et qui ne voit ces séries qu'une fois qu'elles arrivent sur leur plateforme. Donc finalement, c'est pas totalement idiot comme stratégie. Et me signale un auditeur, il y a une promotion incroyable de Disney Plus en ce moment avec un abonnement à 1,99 € par mois. Donc pour 2 €. Oui, il casse les prix. Il casse vraiment les prix en termes d'abonnement. Ça fait 12 €, enfin un peu plus par an. Enfin non, plus que ça, 26. C'est uniquement pour les nouveaux abonnés. 24. Si vous êtes déjà abonné, vous ne pouvez pas bénéficier de cette promo. Et ils font aussi justement une grosse promo maintenant sur le fait qu'ils vont avoir les films plus vite. Le gros film qu'ils vont avoir plus vite, là, c'est Deadpool et Wolverine, qui est le gros film de super-héros qui est sorti l'été dernier en France. Et là, ils vont l'avoir dès le mois d'avril, alors que normalement, avec l'ancienne chronologie des médias, ils auraient dû attendre jusqu'au mois de décembre. Donc voilà, là, c'est vraiment une grosse campagne pour dire on est là. C'est quoi Whiskey on the Rock qui arrive sur Disney+? Ça, c'est une mini-série scandinave qui, me semble-t-il, se passe dans les années 80. Ça rappelle un peu ce qui se passe en ce moment avec Trump et le Groenland, grosso modo. On est sur de la géopolitique, mais traité un peu façon sur le ton de l'humour. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme série sur Disney+, alors? Des séries peut-être plus anciennes
Murder in the Building, non, ça c'est... Only Murders in the Building, qui est une comédie tout à fait que Selena Gomez, l'actrice qu'on voit actuellement dans Emilia Pérez, le film qui est nommé aux Oscars, et qui est avec Steve Martin et Martin Short, qui sont des acteurs comiques qu'on a beaucoup connus dans les années 80. C'est voilà 3 personnages qui habitent dans le même immeuble et qui vont lancer un podcast sur des meurtres qui se passent dans leur immeuble. Incroyable. Et avec à chaque fois des rebondissements pas possibles. Ouais, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Ouais. C'est vraiment, c'est très très drôle, ouais. Bon, on va marquer une pause, puis vous nous direz effectivement ce qu'on peut voir sur les displays. Netflix, on va parler de Netflix, on va parler des autres plateformes également. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec toujours Romain Nigita, journaliste spécialiste des séries sur Téléstar, spéciale série aujourd'hui avec vous. Alors un auditeur. C'est quoi le prochain article? Je suis en train de parler, on me coupe pas la parole, Gilles. Bon, on n'arrête pas tous les deux. Alors Gilles, quand même. Gilles, je suis en train de parler, j'ai même pas fini ma phrase. Si on est déjà abonné à Disney, me dit un auditeur, on peut le convertir en abonnement à 1,99 €. Disney a envoyé le mail pour changer. Effectivement, moi aussi je l'ai fait. D'accord. Autant pour moi alors. Moi aussi, je l'ai fait. Gilles nous dit, je vous recommande Silo sur Apple Télé si vous aimez la science-fiction. Vous en pensez quoi ? Oui, c'est l'adaptation d'une série de romans. Là, on en est déjà à la saison 2. C'est de la science-fiction post-apocalyptique, donc ça se passe après l'apocalypse. Alors, sans trop en dire, ça rappelle un petit peu Paradise, mais ça se passe, comme le titre l'indique, dans un silo à missiles où les gens vivent sous terre et se demandent si la terre est respirable en dehors de cet endroit. Le personnage principal est une héroïne qui est incarnée par une actrice danoise qu'on a vue notamment dans les derniers films Mission Impossible. Il y a pas mal de rebondissements. Donc oui, si vous aimez la science-fiction, c'est quelque chose que je vous conseille. Alors je vous ai interrompu parce que vous disiez Romain Nigita, journaliste à Téléstar, et je voulais lui donner la main sur qu'est-ce qu'on va trouver dans... On va vous faire un peu de pub quand même. Qu'est-ce qu'on va trouver dans Téléstar cette semaine ou la semaine prochaine que vous allez faire? Vous avez votre page côté hebdomadaire Tout à fait. De news, mais vous avez aussi des pages interviews. Eh ben, en effet, c'est pas dans le numéro de cette semaine, mais dans le numéro de la semaine prochaine, quand on aura une interview que j'ai pu mener il y a une quinzaine de jours avec Christina Milian. Christina Milian, chanteuse, actrice et danseuse américaine, qu'on connaît en France aussi par le fait qu'elle soit mariée à M. Pokora. Et en fait, on la voit actuellement sur Canal+, le jeudi soir, dans la nouvelle série Dexter, Dexter les origines, puisqu'elle joue la version jeune de la flic La Guerta, qu'on connaissait dans l'ancienne version. Voilà, c'est elle qui joue la version jeune de ce personnage, et donc j'ai pu discuter avec elle de ce rôle, de sa carrière, de comment elle fait pour mener sa carrière tout en vivant en France avec ses enfants. Donc ça sera à lire dans le Téléstar de la semaine prochaine. Et c'est comment, Dexter jeune? Dexter jeune, disons que j'en attendais pas grand-chose, parce que j'aimais beaucoup la série, en tout cas les 4 premières saisons qui étaient formidables, les 4 suivantes étaient plutôt ratées, parce que le scénariste principal était parti. Donc là, j'attendais vraiment rien de cette nouvelle version. Honnêtement, c'est plutôt pas mal, mais c'est sans surprise. Ça colle vraiment à ce qui était la série à ses débuts. On retrouve les décors, la musique, l'ambiance, avec un petit côté début des années 90, parce qu'on est dans le passé. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez attendu. Donc si vous aimiez bien Dexter à l'époque, vous retrouverez vraiment vos marques, mais c'est sans surprise. Mais les comédiens sont très bons, notamment celui qui joue le jeune Dexter est assez épatant. Il faudra donc regarder sur Canal+. Allez, on attaque Netflix. Netflix, c'est Stranger Things. Ça arrive quand, alors, la nouvelle saison? Stranger Things, on sait que cette année, ça sera l'ultime saison, ça sera la fin. Et ça y est, tout est tourné, les comédiens ont fini le tour. Avec une vraie fin qui était prévue, écrite, ils n'ont pas été annulés par surprise. Ça devrait être un peu comme la saison précédente, des épisodes vraiment très longs, avec un très gros budget, notamment pour les effets spéciaux. Il y aura peut-être, sans doute, même des séries dérivées, mais l'histoire principale, elle se conclut cette année. D'ailleurs, Netflix met fin à pas mal de séries cette année. On aura également la fin de Squid Game, la saison 3. Ça y est, on a la date. Ça sera le 27 juin que sera lancée cette ultime saison. Alors, saison 3, c'est un petit peu une arnaque, puisqu'en fait, on sait que le réalisateur et scénariste en fait, a écrit et tourné la saison 2 et la saison 3 en même temps. Donc en fait, la saison 3, c'est plutôt la deuxième partie de la saison 2, puisque comme vous le savez, la saison 2 se termine vraiment sur un cliffhanger, ce qui n'était pas vraiment le cas de la 1, parce que la 1 avait été tournée à l'époque pour
pour être contenu, il n'y avait jamais prévu de suite, et là il a fait la 2 et la 3 en même temps. Ouais. Il y a également The Sandman pour une deuxième saison qui arrive sur Netflix. Alors Sandman saison 2, là aussi ça sera la dernière, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Elle est purement et simplement annulée parce que le créateur de la série, qui est également le scénariste de la bande dessinée dont c'est inspiré, est actuellement accusé par plusieurs jeunes femmes d'agressions sexuelles, des accusations assez graves, assez lourdes. Donc Netflix ne veut plus être associé à ce monsieur. Donc hop, sa série, on la bazarde et merci, au revoir. Alors moi j'ai quelques nouveautés. J'allais me lancer en anglais. The Fallout Shelter par le créateur de Casa de Papel, vous l'avez vu? Fallout Shelter. Non, ça j'ai pas encore vu, ça sera pas lancé tout de suite. Mais il y a plein de choses qui arrivent sur Netflix. Il y a carrément une série Robert De Niro. Ouais, alors allez-y. Astérix Obélix, c'est une série animée qui est réalisée par Alain Chabat. Donc Alain Chabat qui avait comme fait le meilleur film Astérix, Mission Cléopâtre. Là il revient avec une version animée, avec un casting formidable, notamment Chabat lui-même qui fera l'un des personnages. Il y a des gens comme Jérôme Commandeur, enfin voilà, un peu toute cette génération de comédiens-là. On n'a pas encore de date, mais c'est une des séries les plus attendues de l'année. Ouais. Qu'est-ce que vous disiez alors avec De Niro, c'est quoi la série ? Avec De Niro, ça sera le 20 février sur Netflix. C'est une série qui s'appelle Zero Day, donc le jour zéro. C'est un thriller dans lequel De Niro joue un ancien président des États-Unis qu'on rappelle parce que voilà, il se passe quelque chose, une sorte de complot. Il n'y a que lui qui a les infos pour pouvoir se sortir de cette situation. Ah, c'est rigolo quand on connaît son histoire avec Donald Trump. Que tout à fait, De Niro soit un président qui revient. Je trouve ça assez drôle. On verra les interviews qu'il donnera par rapport à ça. C'est quoi The Borough? C'est les mêmes producteurs que de Stranger Things pour Netflix aussi? Tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos. Ils veulent vraiment garder le secret sur ce nouveau projet-là. Donc malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Mais on sait que ça sera quelque chose dans le genre fantastique, tout comme Stranger Things. D'accord. Et quid de Prime Video? Ils feront des grosses séries qui arrivent? Prime Video, ils ont la... Pardon? Non. Il interrompt tout le monde. Je m'en vais si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Non, mais il est en train de parler. Non, mais vous parlez de Diryu qui démarre aujourd'hui. C'est pour ça. Diryu qui démarre aujourd'hui. Oui, et ils vont avoir également Reacher, la saison 3 de Reacher, le 20 février, qui est un thriller d'action avec un héros très très grand, très très musclé. C'est assez efficace comme truc. Si vous aimez ce genre de série d'action, c'est vraiment l'une des grosses séries de Prime ces derniers temps. Et la série française, du coup, Diryu, qui démarre aujourd'hui, vous l'avez vu ou pas? Diryu, ouais, ça je l'ai vu. C'est un peu comme Dexter tout à l'heure, j'ai envie de dire que j'en attendais pas grand-chose parce que c'est l'adaptation d'un roman français qui fait partie de cette littérature qu'on appelle la New Romance. Donc je dois vous avouer que c'est pas forcément le genre de truc qui s'adresse à moi. Comme on dit. Voilà. Et pourtant, dans la série, il y a vraiment, c'est de la comédie romantique, mais avec l'emphase sur le mot comédie. Et ça, c'est pas mal du tout. Pour vous dire, il y a même un épisode dans lequel il y a Monsieur Poulpe qui se prend pour Jésus. C'est pour vous dire un petit peu le genre. Alors sinon, c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un palace, et il va y avoir une sorte d'histoire d'amour avec un des clients du palace, qui est un jeune patron d'une start-up qui a lancé une application de rencontre. Et elle, évidemment, elle est désabusée, elle ne croit plus en l'amour, mais comme elle va rencontrer ce type-là, au début, ils vont être un peu comme chien et chat, tout va bien se finir, a priori, mais voilà. Mais c'est plutôt sympathique. Alors, c'est pour quand Alice in Borderland, demande Stéphane? Eh bien, je dois vous avouer que je ne sais pas. C'est une série coréenne qui est sur Netflix. Là, je dois vous avouer que j'ai pas la date dans mes petites fiches, mais je peux peut-être vous trouver ça en quelques coups de clic. Non, il n'y a pas de date pour l'instant. Ça sera la saison 3, mais il n'y a pas de date. Et la meilleure saison de American Horror Story, nous demande Camille. Vous êtes le jukebox à série, hein? Oui. Oui, American Horror Story, c'est une série qu'on peut voir sur Canal+ série et sur Disney+ derrière. C'est une série d'horreur et chaque saison est une histoire différente. C'est pour ça qu'on peut se demander quelle est la meilleure saison. Moi, je dois avouer que la première, finalement, ça restait encore la meilleure. Donc ça date quand même maintenant d'il y a quasiment 10 ans, la première saison. Pour parler un peu médias, Paramount+, il n'y a pas vraiment grand-chose sur Paramount+, ou sur ces nouvelles plateformes. Paramount+, il y a deux grandes familles de séries. Il y a les séries Star Trek,
Bon, voilà, je sais que ça ne parle qu'à un public assez réduit et passionné, dont je fais partie. Ouais. Il y aura la saison 3 de Strange New Worlds dans le courant de l'année. Et l'autre type de série qu'on trouve sur Paramount+, ce sont toutes les séries produites par Taylor Sheridan, qui est le créateur de Yellowstone, donc qui était la série avec Kevin Costner, un espèce de Dallas moderne. Et ce producteur-là fait plein d'autres séries, notamment la série 1923, qui est la préquelle de Yellowstone, donc dans laquelle il y a son grand-père qui est joué, enfin son grand-oncle, pardon, qui est joué par Harrison Ford, et son épouse est jouée par Helen Mirren, donc quand même sacré casting. Puis il fait plein d'autres séries, Landman avec Bill Bob Thornton, qui est une histoire dans le pétrole, Mayor of Kingstown, qui est sur le directeur d'une prison, Lioness, qui est sur des missions cachées de la CIA, avec Zoé Saldana, qu'on peut voir aussi dans le film Emilia Pérez, avec Nicole Kidman également. Donc voilà, si vous aimez le style un petit peu bourrin, il faut l'avouer, de Taylor Sheridan, vous faites toutes ces séries sur Paramount+. Bon, en fait, il faudrait taxer des séries pour répondre aux taxations, en fait, parce qu'il y a tellement de créations de séries, c'est quand même assez fou. Hein, mais c'est une piste envisagée, il y a vraiment une piste de surtaxer les plateformes américaines. Ah non, mais là, c'est des humours que je vous faisais. Hein. Ah non, mais il y a vraiment cette piste-là qui est envisagée. Ah oui, je ne savais pas. Parce qu'en plus, toutes ces plateformes, que ce soit Netflix ou les autres, leur siège social en Europe n'est jamais dans le pays où vous êtes abonné. C'est-à-dire qu'en France, en fait, quand vous êtes abonné, ça part en Hollande, en Irlande, etc. Donc en plus, au niveau des impôts, il y a des arrangements aussi, oui, ce que je veux dire. Alors, que nous dit Gilles? La série américaine God a-t-elle été annulée? Je ne comprends pas sa question. God, vous l'aviez vu, oui, c'était... il y avait American Gods. American Gods, oui. American Gods, non, ça fait un petit moment que c'est annulé, c'était sur Prime Video, il y a eu 3 saisons, et en plus c'est le même producteur dont on a parlé tout à l'heure pour Sandman, donc le monsieur qui a de très grosses accusations aux fesses, donc non, ça reviendra pas de sitôt. Donc ça reviendra pas, d'accord. House of Dragons, nous dit Gilles, Lioness House également. of the Dragon, il y aura, c'est la série dérivée de Game of Thrones, il y aura une saison 3, ça c'est sûr, a priori ça sera pas pour cette année, parce qu'à chaque fois ils mettent 2 ans. Par contre, si vous aimez Game of Thrones, cette année, vous aurez une toute nouvelle série dérivée qui va s'appeler A Knights of Seven Kingdoms, donc le Chevalier des 7 Royaumes, et ça sera sur la plateforme Max, a priori, soit cet été, soit à la rentrée. Et Max, c'est intéressant aussi ou pas? Alors pour l'instant, en volume, il y a encore relativement peu de choses. Par contre, vous avez toutes les séries de la chaîne américaine HBO. La prochaine qui va arriver, c'est The White Lotus, la saison 3. Ça arrive le 17 février. White Lotus, c'est une comédie un peu noire qui, à chaque fois, se passe dans un club de vacances. Et chaque saison, ce sont des vacanciers différents et un lieu différent. La première saison, c'était Hawaï. La saison 2, c'était en Sicile. Et la saison 3, ça sera en Thaïlande. Ils vont également avoir sur Max la nouvelle saison de The Last of Us, qui est une grosse série de science-fiction adaptée d'un gros jeu vidéo à succès. Ça sera au mois de mars. Et sur Max, il y a aussi des séries françaises inédites qui sont produites pour la plateforme. On a vu l'année dernière Une amie dévouée qui parlait de l'histoire de la mythomane du Bataclan. Et bien là, au mois de mars, sur Max, on aura... C'était très bien. Et là, au mois de mars, sur Max, on aura l'adaptation du livre de Delphine Orviller, Vivre avec nos morts. Et ça sera diffusé sous le titre Le sens des choses. Et ça sera notamment avec Éric Elmos-Nino et Manu Payet. Bon, votre gros coup de cœur, c'est quoi là, la série qu'il faut regarder absolument en ce moment, Paradise? Alors moi, il y a Paradise et je vous en conseille une autre également qui va arriver sur Netflix ce jeudi. Une série australienne qui s'appelle Apple Cider Vinegar, donc vinaigre de cidre, de pomme. Et c'est une histoire vraie d'une énorme arnaque d'une jeune femme qui avait lancé une appli pour se faire à manger des choses saines et soi-disant c'est grâce à ses recettes qu'elle avait guéri son propre cancer du cerveau. Ce qui était complètement faux, elle n'a jamais eu de cancer mais son appli a été un gros carton avant que tout ne soit révélé. Donc cette mini-série raconte cette histoire d'arnaque. C'est l'histoire d'un mensonge. Et ça c'est sur OCS? Sur Netflix. Netflix, ce jeudi sur Netflix. Oui, j'ai rigolé parce que j'ai Valérie qui a pris son stylo. Vous savez, elle prend des notes. Oui, je prends des notes. Et juste un mot OCS. Je vous enverrai mes fiches. Oui, OCS, c'est un peu en perte de vitesse, non? On en parle moins, il y a moins de choses. Depuis qu'ils ont été absorbés par Canal, c'est vrai qu'il y a un peu moins de choses. Je crois que c'est dans 15 jours la saison 2 de Funny Woman, qui est une série britannique que moi j'aime beaucoup, qui est un peu l'équivalent britannique de Mrs. Maisel qu'on voyait sur Prime Video. Donc c'est dans les années 60 l'histoire d'une jeune femme qui devient vedette de la télé, qui a une apparence de bimbo mais qui au contraire veut dépasser ce statut de bimbo. Et puis sur OCS il y a toujours quelques
production française actuellement, ce qui diffuse, c'est une série qui s'appelle Extra, avec la comédienne qui joue la femme du roi Arthur dans Kaamelott. Et là, c'est un rôle complètement différent. C'est une série qui se passe de nos jours, et c'est une mère de famille qui devient assistante sexuelle pour personnes handicapées. Voilà, on parlait de séries sur le handicap tout à l'heure, mais c'est une comédie, c'est pas du tout voyeuriste, et c'est vraiment très intéressant. Ça s'appelle Extra. Merci beaucoup, Romain Nigita, d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de vous écouter, de vous entendre. Et on vous retrouve dans Téléstar toutes les semaines avec vos conseils séries. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Dans un instant, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.